Bonjour Monsieur Limberner, donc vous êtes le PDG du Bureau de la traduction et vous avez gentiment accepté de me parler et de parler aux membres de l'OTIAC. Alors je vous remercie beaucoup de votre présence. Et en fait, j'avais la première question, ce que j'avais pour vous, c'est on s'est rencontrés, on se rencontre souvent tous les deux, et vous dites souvent que le Bureau de la traduction est confronté aux mêmes préoccupations que l'ensemble de la profession et que les cabinets de traduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Comment ça fonctionne le Bureau de la traduction? Et puis peut-être nous donner une petite idée de sa situation actuelle. Ben, c'est une excellente question. Premièrement, bonjour tout le monde. Je vais être très content de pouvoir passer un petit peu de temps avec vous, Madame Cohen, aujourd'hui, parler d'un sujet qui nous passionne. Puis oui, effectivement, à chaque rencontre, chaque opportunité, mais je suis très content de voir que vous êtes très, très active. Ça l'aide énormément dans notre domaine de vous avoir active. Mais oui, le bureau de la traduction est un microcosme, là, ou un plus gros cosme, si vous voulez, de ce qui se passe, je pense, dans l'ensemble des professions langagières à travers le monde. Vous faites mention des cabinets de traduction, mais je vous dirais aussi les autres gouvernements là, à l'extérieur du Canada ont sensiblement les mêmes préoccupations. Mais peut-être pour clarifier là, vos auditeurs, le Bureau de la traduction, ben, on a trois lignes d'affaires. On a de la traduction de documents, on a de l'interprétation, puis on a aussi un service de terminologie. Souvent moins connu, mais qui est très, très, très reconnu quand même à travers le monde en terminologie. Et quand je dis qu'on est confronté là, aux mêmes préoccupations, c'est effectivement, il y a une certaine baisse de la demande pour ce qui est dit de la traduction des documents dits traditionnels, avec tout ce que ça englobe et tout ce qu'on peut y laisser de côté aussi. Mais on a quand même des demandes qui augmentent dans d'autres secteurs comme l'interprétation, la langue des signes, puis aussi les demandes en terminologie là, qui sont aussi de plus en plus au goût du jour, qui sont de plus en plus requises là, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un peu le portrait du bureau. On a environ 1300 employés au bureau de la traduction. On a encore des bureaux, un pied à terre un peu partout au Canada, ce qui est très important pour offrir un service euh, plus régionalisé lorsque c'est requis. Je suis très fier de ça. Puis oui, on supporte aussi le Parlement canadien au travers de tout ça. Je pense que dans vos questions plus tard, là, on pourra aborder peut-être plus en détail le fonctionnement du bureau. Donc, en fait, vous nous dites que, il y a une demande, bah, je vous ai déjà entendu dire qu'il y a une plus forte demande en interprétation, d'où l'appui que vous avez apporté à la création d'un ou deux programmes d'interprétation au Québec, Oui, notamment pour Laval effectivement. et UQTR, oui. Oui, excusez-moi, ça a coupé un petit peu. Peut-être juste répéter la fin de votre question. Non, j'ai dit bah, que vous avez quand même apporté votre appui à la création de deux programmes de formation en interprétation au Québec, un micro-programme à Laval et puis un programme d'études supérieures à l'UQTR, si je ne m'abuse. Oui, évidemment, ben, au bureau, peut-être j'ai trois axes là, depuis mon arrivée. Je suis arrivé en janvier 2024 volontairement, donc j'étais vraiment très conscient du défi là, qui venait avec le titre de président directeur général du bureau de la traduction. Mais rapidement, j'avais quand même trois axes sur lesquels je voulais me concentrer, une certaine modernisation, des façons de faire pour être en phase avec l'évolution là, de la société et des différents outils. Mon deuxième angle, c'était tout le programme de la relève. Donc, j'étais très, euh, je vous dirais peut-être quand même inquiet de voir que certains programmes de traduction très connus ont fermé leurs portes. Ouais. Au point de vue aussi de l'interprétation, à ma grande surprise, il y avait deux écoles qui nous supportaient ou qui avaient encore des programmes en interprétation. Il n'y en avait aucune au Québec. Cependant, j'étais agréablement surpris de voir que le bureau était déjà en pourparlers avec différentes universités. Certains de vos auditeurs vont se rappeler qu'il fut un temps que le bureau était capable d'avoir des stagiaires puis de Mhm. supporter les programmes et embaucher la grande majorité des finissants. On n'est plus là aujourd'hui, cependant, d'être actif avec les universités. Je pense que c'est une partie importante du travail du bureau de la traduction. C'est assez modeste, les fonds qu'on a réussi à aller chercher lors du budget 2024, mais quand même, ça nous permet d'offrir des bourses pour attirer des étudiants dans les programmes d'interprétation et puis aussi de pouvoir les inciter à terminer et
dans toute optique de pouvoir en bénéficier et des embaucher là, éventuellement au courant de leur carrière au bureau de la traduction. Il y a une pénurie d'interprètes de conférences à travers le monde. Là, je parlais à la première question, ce n'est pas seulement des enjeux Mhm. qui sont spécifiques au bureau. Puis l'intelligence artificielle vient quand même aider les gens qui opèrent dans le domaine de l'interprétation, mais ça reste que pour le type de travail qu'on fait au Parlement canadien, le rôle des interprètes est vraiment crucial et puis on a vraiment besoin de les appuyer là, de façon à développer de la capacité au Canada euh, dans ce domaine. Parfait. Et passons à la terminologie. Est-ce que, bon, évidemment, en terminologie, le bureau a toujours été, avec Termium notamment, a toujours été un chef de file. Est-ce que vous avez encore des projets particuliers ou est-ce que maintenant la terminologie n'est qu'au service des ministères ou en tout cas de vos clients dans le gouvernement ou est-ce qu'il y a des grands projets pour Termium comme il y a pu en avoir dans l'histoire? Est-ce que Ouais, vous avez... c'est une Peut-être vous allez immense nous question. dévoiler des choses aujourd'hui. C'est une immense question avec, je pense, crois pas avoir toutes les réponses, mais la première chose que je veux dire, c'est vraiment le rôle clé des terminologues dans la phase de l'industrie actuelle avec où la qualité de nos données, l'entraînement des différents outils avec des données très bien maintenues, Mhm. classifiées, codifiées avec des définitions qui sont précises rend le rôle du terminologue extrêmement crucial pour travailler avec les experts en gestion de données. C'est peut-être pas naturel d'avoir ces deux types euh, de professions qui se côtoient, mais là, plus que jamais, les développeurs de grandes bases de données ont extrêmement besoin de la part des terminologues. Chez nous, au bureau, oui, évidemment, on connaît Termium. Vous allez peut-être vous souvenir, Madame Cohen, que Termium fut une époque que c'était des disques ou des disquettes ou des CD-ROM, et les gens quand même payaient un certain montant pour y avoir accès. Aujourd'hui, vous le Avant savez. même ça, les bulletins de Eh terminologie, oui, les eh oui. BT du gouvernement fédéral, pour les gens vieux comme moi, on s'en souvient. Alors, mon casse-tête, c'est qu'évidemment, ces ressources, c'est pas le seul, là, il y a le grand dictionnaire terminologique de nos collègues, Mhm. mais c'est quand même, il n'y a pas vraiment de source de fond à l'heure actuelle pour un outil comme Termium. Et c'est l'outil pour lequel, pour être très, très franc, lorsque je sors du Canada, j'entends le plus parler là, au train. Les Canadiens devraient être très fiers. Là. Beaucoup de personnes m'interpellent quand ils voient le nom du bureau de la traduction. Ils font un lien immédiat avec Termium et Termium Plus. Mais comme un peu tout le monde, j'ai des demandes, j'ai des pressions de déménager des outils de centre de données, j'ai besoin Oui. d'investir, j'ai besoin de reviser mes fiches, j'ai besoin d'ajouter des fonctionnalités, puis toutes les mises à jour des différents systèmes informatiques, vous savez, c'est pas gratuit. Alors, pour être bien honnête, c'est un défi à l'heure actuelle, étant donné que la plupart des sources de fonds du bureau viennent de la traduction de mots, là, un peu plus classique. Comment on peut financer le développement. On est en train de regarder aux meilleures façons là, je ne veux pas vous dire rentabiliser, là, je ne pense pas que c'est un enjeu de rentabilité, c'est peut-être moins attrayant, c'est peut-être moins évident à expliquer rapidement la valeur ajoutée là, lorsqu'on fait la file pour obtenir des fonds. Là. Donc, je pense qu'on doit s'améliorer sur revitaliser puis mettre un peu de lumière sur le rôle. Je vois des collègues des universités, de l'Université de Montréal. Il y a plusieurs initiatives qui mettent en valeur le rôle des terminologues qui, peut-être par le passé, est un peu plus effacé. C'est Mhm. mon défi de mettre en valeur ce rôle clé, critique, surtout dans l'avancée là, dans le monde de l'intelligence artificielle. La terminologie va être un rôle clé. En tout cas, vous me confortez dans mon idée que l'intelligence artificielle va être un plus pour la terminologie, en tout cas va remettre la terminologie sur la carte, alors qu'effectivement, elle a tendance à être un peu effacée. L'optimiste invétéré que je suis me dit ça, donc j'espère que je vais avoir raison. Alors, et là, j'ai la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment qu'il faut que je vous pose. Il y a quelque temps, les journaux ont annoncé que le bureau de la traduction prévoyait suppression de plus de 300 postes en traduction. Évidemment, ça a alarmé beaucoup de monde dans les universités qui ont publié une lettre ouverte. Est-ce que vous pouvez nous mettre à jour un peu sur ce dossier-là et nous expliquer de quoi il s'agit?
Oui, puis je comprends l'inquiétude. J'ai entendu parler là, de toutes les, que ce soit mes collègues, ma famille, des amis à l'extérieur, des clients qui m'ont appelé. J'ai essayé de remettre quand même les pendules à l'heure, puis c'est très correct aussi. Je pense c'est un des messages qui va revenir un petit peu plus tard avant de se quitter, que j'aimerais quand même vous dire, mais Mhm. la traduction, là, vous êtes sûrement au fait de ça, Madame Cohen. On est au cœur de la tempête de l'IA à l'heure actuelle. Et puis ça vient avec des avantages et des inconvénients. Malheureusement, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, pour la majorité du grand public, la première idée qui leur vient en tête, c'est la traduction, soit par l'habitude dans voyage d'avoir utilisé des outils de traduction automatique ou c'est quand même un sujet qui est assez grand public. Si je vous parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement des modèles météo, c'est peut-être moins évident de passer le clip de 7 secondes, souvent que les médias recherchent. Donc, partout, que ce soit tout le monde en parle, les articles de journaux, dès qu'il y a Mhm. mention d'intelligence artificielle, on me dit, Jean-François, avez-vous pensé à ça? Mais ma réponse est assez claire. Le Bureau de la traduction, depuis 1977, a déjà commencé à traduire des bulletins avec de la traduction automatique. C'est une forme d'intelligence artificielle, peut-être pas très intelligente à l'époque, mais c'était quand même, le bureau a toujours été aux avant-plans de l'intégration de la technologie puis de l'automatisation dans son travail, que ce soit l'arrivée du traitement de texte. Après ça, il y a eu le deep learning. Après ça, il y a eu plusieurs. Il y a eu la traduction automatique neuronale. Et là, maintenant, on rentre dans les modèles de langue large. Donc, c'est tous des phases et des époques dans lesquelles le bureau de la traduction a pris un rôle de leader. Ben, dans l'arrivée de l'intelligence artificielle plus générative, ou ce qu'on connaît, là, les chats GPT de ce monde, bien Mhm. évidemment que le bureau a une stratégie, a un plan, et on comprend que les gens, nos clients, ont de plus en plus, ont des attentes de plus en plus rapides. Ce qui arrive, c'est que le modèle de financement du bureau, on a deux modèles de financement au bureau de la traduction. Un qui est un modèle à la vente. Donc, lorsqu'on traduit des textes, ben alors on est payé au nombre de mots que l'on traduit. Et aussi, on supporte tout le Parlement, qui est une autre source de fonds qui nous permet de supporter le Parlement, que ce soit au niveau de l'interprétation ou de la traduction des travaux du Parlement. L'article dont vous faites référence, euh, le bureau est un organisme à buts spéciaux et comme organisation, nous devons avoir un plan quinquennal, donc un plan de 5 ans qui démontre qu'on peut être, en fait, je ne dirais pas rentable, mais qu'on ne doit pas dépasser nos budgets sur un horizon de 5 ans. La plupart de vos collègues ou lorsque vous le savez, il y a une demande, il y a une baisse de la demande généralisée à travers le monde pour les services de traduction dites traditionnels. Au bureau, c'est environ 17. On a des stratégies, on offre d'autres services, on a des augmentations ailleurs, mais ça reste qu'une bonne partie de nos entrées d'argent ont diminué là, un peu comme partout ailleurs. Et dans cette logique-là, notre plan de 5 ans, bien évidemment, doit refléter la réalité. Donc, on avait identifié 300 postes et quelques par attrition dans les 5 prochaines années, de façon à ce que le bureau soit viable en tant qu'organisation. C'est un prérequis. On n'a pas le droit de soumettre un plan qui va être déficitaire. Ceci dit, le même plan nous offre la possibilité que s'il y a de l'augmentation dans d'autres domaines, il n'est pas dit qu'il n'y a pas un avenir si le bureau a besoin de plus de personnes. Évidemment que les rôles évoluent et changent. Et ce plan-là était disponible là, sur les différentes plateformes du gouvernement depuis quand même assez longtemps. Ce n'était pas la première fois que le bureau démontrait qu'en 5 ans, on devait être rentable. Je comprends, par exemple, que les gens ont fait une association IA, Mhm. réduction de postes, traducteur. Dans les postes qu'on avait identifiés, là, il y a plusieurs types de services au bureau de la traduction, que ce soit aux finances, en aménagement, que ce soit en ressources humaines, en administration, en plusieurs supports. Il n'y avait pas du tout on n'a jamais ciblé le rôle des traducteurs ou des interprètes. Tout ça, c'était vraiment un exercice de façon à respecter les règles qui régissent le bureau de la traduction. Mais on ne se comptera pas d'histoire. Actuellement, on est dans une période d'ajustement, une période un peu de trouble dans l'industrie. Mes collègues qui opèrent des cabinets privés ou même les pigistes me parlent régulièrement et la diminution des inscriptions dans certains programmes en fait foi aussi. Il y a une interrogation. Ça soit quoi?
c'est quoi la valeur ajoutée, c'est quoi notre place et comment on peut répondre aux besoins grandissants des clients. Je pense que c'est là qu'on doit mettre l'emphase et on doit vraiment travailler ensemble pour valoriser, mettre la lumière sur une profession qui avait tendance peut-être à être dans l'ombre. La traduction, l'interprétation et encore plus la terminologie, c'est notre défi commun. Est-ce que le bureau va devoir aussi participer à certains efforts du gouvernement fédéral pour réduire la taille de l'appareil public? Ça, possiblement, on pourrait être appelé comme tous les autres ministères à contribuer. Donc, les attentes et les pressions sont nombreuses, mais on a un plan. On a, on a un très bon plan au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle déjà depuis plusieurs années. On offre de plus en plus de services à nos clients qui aimeraient en bénéficier un peu plus directement. Donc, je suis quand même assez positif pour l'avenir et c'est la raison pour laquelle je me suis joint au bureau de la traduction. Non. En fait, vous êtes finalement, comme on disait, vous êtes confrontés plus ou moins aux mêmes réalités que tout le monde. Surtout qu'en ce moment, on est un petit peu en récession économique, etc. Donc ça, on a déjà connu, après ça remonte. Sauf qu'on a effectivement l'intelligence artificielle qui arrive, avec ses hauts et ses bas, avec ses oui et ses non. Euh, Mais une chose est sûre, c'est que ça transforme nos métiers et que ça va peut-être en créer de nouveaux, comme vous disiez tout à l'heure, un terminologue associé à un informaticien pour alimenter une IA intelligente ou agentique ou bref. Je m'y connais pas très bien là-dedans, mais je commence à y toucher un petit peu. Donc, je pense aussi qu'on est. Je vous écoute, je pense que vous êtes optimiste, mais il y a aussi une espèce attention. Ça va être turbulent peut-être pendant quelques temps, mais il y a aussi une situation économique et une situation finalement globale, conjoncturelle qui joue. Donc, mais je vous entends, puis j'espère que ça va aider un petit peu nos membres à comprendre où en est le bureau. Oui, Cela puis étant, il y a eu... je suis très aussi très conscient. Et puis, on a déjà mis en œuvre là, tout ce qu'il faut, tu sais, de ne pas la relève là, que je parlais tantôt, là, même si les temps où il y a des pressions économiques, ça ne veut pas dire de ne plus embaucher les nouveaux. Je pense qu'on a besoin d'avoir un afflux de nouveaux professionnels, de mettre en valeur l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du gouvernement fédéral. À date, nous donne une visibilité accrue sur un ensemble de mots traduits qui, par le passé, ou au moins du moins les 5, 6 dernières années, nous échappaient. Donc, en offrant des outils validés, maintenus et entretenus par le Bureau de la traduction, ça nous permet de voir les textes, de voir ce que mes collègues fonctionnaires font à la grandeur du gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment de trouver, je vous dirais, il y a d'autres industries, là, que ce soit la télévision, la musique, les livres, où est-ce que le modèle économique était basé sur un échange que ce soit, je parlais souvent des disques, moi j'achetais des cassettes, des CD. Là maintenant, je paye un abonnement pour la famille au complet. J'en consomme encore, mais ça a vraiment changé. Je sens qu'il y a un peu de parallèle à faire ici parce que mes clients entendent parler là, d'abonnements qui leur permettent peut-être d'avoir des services illimités. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment on peut tirer notre épingle du jeu? Puis en tant que Canadiens, puis les membres de l'OTIAC ont participé à ça, on a les meilleures données canadiennes, françaises, anglaises pour effectuer de la traduction. C'est ici, puis c'est même pas proche, là, avec la quantité, les volumes. Oui, les sites web sont disponibles déjà en ligne, mais on a beaucoup plus que ça au sein des bases de données du Bureau de la traduction Mm. qui ont été validées, qui ont été revalidées, qui sont utilisées, qui sont vérifiées. Il faut en tirer profit. Maintenant, est-ce que j'ai est-ce que je connais la fin du film, Madame Cohen, là, actuellement? Je l'ai pas, je l'ai pas encore clairement vu, mais c'est certain que je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Maintenant, si on devient des jardiniers de données, de s'assurer que les données restent saines, restent souveraines, qu'on gère aussi la sécurité, bon, mais comment on peut s'assurer de redonner là, cet avantage-là là, aux Canadiens, Canadiennes? Parce que c'est ma vision. On sait que Termium est utilisé par beaucoup plus que seulement les fonctionnaires. Alors, pourquoi que les outils du bureau, s'ils sont développés correctement, ne pourraient pas bénéficier de l'ensemble de la fonction publique? C'est environ 400 000 fonctionnaires au fédéral. Puis pourquoi on ne pourrait pas rêver d'offrir le même service aux Canadiens, Canadiennes à travers le pays qui ont des besoins, qui aimeraient ça profiter là, de nos données validées? C'est ambitieux, je me permets de rêver.
Je pense que c'est important. Puis je ne lâche pas l'éponge du tout. Et on vit dans un monde que les gens s'attendent à avoir beaucoup de services gratuitement. Je pense pas qu'on va être en mesure de faire ça au bureau de la traduction. Donc, encore plus important de comprendre notre valeur puis de l'expliquer dans le contexte actuel. Bah, ce qui m'amène à ma prochaine question, avec tout ça là, il faut aussi de la qualité. Comment on fait? On parle de normes de qualité. Bon, il y a des normes qui existent, et cetera. Ce sont plus des normes de processus. Enfin bon, bref. Comment est-ce que dans tout ça, le bureau assure sa qualité et compte l'assurer dans l'avenir? Vous avez une... Oui, ben, il y a plusieurs dossiers au sein du bureau que j'ai un désavantage de fait que je ne suis pas linguiste moi-même et que je n'ai pas fait d'études ni en traduction ni en langue française, malgré que ce soit la famille ou les collègues, quand même une passion là, que j'ai depuis très longtemps. J'ai quand même fait des études en génie industriel et j'ai choisi l'option gestion de la qualité. Donc, s'il y a un Ouais, sujet qui on me est entre bonnes mains passionne, alors. et là que je perds un peu de mon complexe de l'imposteur ou du non-linguiste à la tête du bureau de la traduction, c'est lorsqu'on parle de qualité. C'est le fonds de commerce du bureau. C'est fait partie de notre image de marque. Les gens envoient le bureau. Beaucoup de collègues font affaire avec nous pour des projets de loi, pour des documents importants, sachant qu'ils ont un besoin de qualité. Là. C'est implicite, là, je vous dirais, comme n'importe quelle marque que vous connaissez qui est que la qualité est connue. Ça n'a même pas besoin d'être mentionné, c'est compris. Maintenant, lorsqu'on décortique l'enjeu de la qualité, il y a plusieurs aspects. Il y a la gestion de la qualité, il y a le contrôle de la qualité, il y a l'assurance qualité. Donc là, on tombe dans des concepts un petit peu plus complexes à expliquer rapidement. Puis aussi, lorsqu'on essaie de la définir, entre nous, les experts ou des gens qui connaissent bien, qu'est-ce qu'on veut dire pour avoir une traduction de qualité ou une interprétation de qualité, on le comprend. Maintenant, encore là, si on veut s'assurer que le grand public, est-ce que nos clients ont la même compréhension? Moi, ce que j'ai trouvé au bureau, c'est effectivement autant au niveau de l'embauche. Donc, on parle là, des professionnels, les gens qui vont joindre au bureau, c'est exceptionnel. Et même mes collègues de la fonction publique tu sais, sur la sécurité, puis tous les prérequis avant de devenir un fonctionnaire qui travaille au bureau de la traduction. C'est la même chose au bureau. Avec nos fournisseurs au domaine privé, on leur demande de remplir plusieurs critères. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas vraiment inquiet. Cependant, est-ce que la qualité est la même partout, là? Vous avez entendu dans les annonces du budget, le bureau se positionne pour l'intelligence artificielle, mais on veut aussi créer des plateformes pour pouvoir aussi faire des avancées au niveau des langues autochtones. Est-ce que je Mhm. peux me targuer d'une qualité? Et c'est quoi la qualité dans un domaine où est-ce qu'il y a plusieurs langues, 90 et plus, où est-ce que des fois les experts sont rares? Est-ce que je peux utiliser là, la qualité du bureau là, dans ce domaine-là? Différentes langues étrangères. Là. On se prépare pour le G7, Madame Cohen. Là, j'ai toute Oui, l'équipe qui est en train de ça finir leur s'en vient. bagage et qui sont là-bas. Puis vous avez vu, il y a des annonces quasiment au quotidien de nouveaux pays qui s'ajoutent. J'imagine que les linguistes parmi vos auditeurs doivent dire, oh là là, ça va leur prendre des Mhm. traducteurs de tel pays parce que ce n'était pas prévu, puis ce pays-là s'ajoute à la liste. Donc, est-ce que j'ai le même saut de qualité? Est-ce que je peux dire, ah oui, c'est la même qualité du bureau dans ces domaines des langues étrangères? Donc, je pense qu'il y a du travail à faire pour être clair. Puis peut-être aussi de l'éducation ou même être assez. Puis je pense que j'étais avec vous là, dans un autre colloque, j'essaie de me rappeler lequel exactement. Est-ce que le client, lui, veut toujours une qualité extrême, là? Est-ce qu'une qualité, Ouais. est-ce que la qualité que nous, ici au bureau de la traduction, ou dans certains cas, le client n'est peut-être pas prêt à dire, écoute, je sais qu'on n'aura pas le temps de faire ce que vous auriez dû faire, soit de prendre le temps requis pour valider un texte ou ça, mais dans ce cas-ci, j'aime mieux au moins faire affaire avec vous. Et puis, je comprends que ça ne sera pas le service qualité là, 3A ou A1. Je pense que j'ai des clients des fois, on a besoin de leur expliquer. Ils Mhm. comprennent. Ah, Mhm. d'accord, je comprends pourquoi ça va prendre un peu plus de temps ou ça va coûter un petit peu d'argent. Mais il y a d'autres types de demandes pour lesquelles j'ai vraiment l'impression que mon client est prêt à prendre un risque. Alors, à ce moment-là, comment on peut prendre un risque ensemble?
Puis au bureau, on n'a pas ça dans nos gènes, là. On n'a pas toujours été à recouvrement de coûts puis avoir une culture entrepreneuriale, là. Donc, au bureau, on le fait pour protéger nos clients. On le fait de toute façon. Mais dans un monde de plus en plus compétitif avec le coût, euh, si à chaque fois que vous venez faire le changement de vos pneus de votre voiture, je vous fais une peinture neuve, peut-être que Mme Cohen elle va être très contente, mais peut-être qu'une journée, je vais être obligé de dire, je ne peux plus me permettre là, de vous faire la peinture neuve, je vais être obligé de vous charger pour la pose de vos pneus. Oui, oui. C'est un peu bancal comme exemple, mais je cherche toujours de façon d'expliquer rapidement là, ce concept-là. Donc, Mhm. la qualité, je pense que c'est notre fonds de commerce. Je pense qu'on doit être un peu plus transparent sur dans quel contexte on l'acclame ou on la réclame si c'est un client. Puis effectivement, il y a certains coûts pour avoir une qualité euh, certifiée, garantie, supportée là, par les gens du bureau. On ne le fera pas à tout prix. Il y a des cas qu'on doit être très clair de dire, ben, on comprend votre urgence, on peut vous aider rapidement, mais on ne va pas endosser l'ensemble du travail comme un travail là, Mhm. je dirais, Et là, normal du bureau. Je ne sais ouais, pas si ouais, c'est mais clair, c'est là, un peu long, je suis désolé, mais non, c'est un non, mais sujet qui est vraiment important. c'est important, je vous écoute et l'important, c'est, je veux pas non plus qu'on prolonge enfin, c'est une conversation qu'il faut avoir complète à côté, parce que moi, mon chapeau et mon cœur de présidente de l'ordre réagit tout de suite. La responsabilité du traducteur là-dedans, comment on la gère, il faut que le client accepte de signer quelque chose comme quoi il accepte la qualité qu'on lui donne, parce que sinon, alors ça se négocie, moi je l'ai déjà fait dans ma carrière, de dire, écoute, tu veux ça en deux temps, trois mouvements, tu veux ça en trois jours, moi j'ai besoin de six. Ok, mais je vais t'en faire moins, mais je veux que tu me confirmes par écrit que c'est ok avec toi, Ouais. mon client, parce que Puis sinon, c'est c'est ma tellement, responsabilité à moi qui est engagée. absolument, puis c'est un concept, c'est tellement évident, vous le savez dans votre métier. Reviser, là, c'est pas gratuit. Si Non. la première passe ou le travail original a été mal fait, c'est pas vrai que juste faire une revision a posteriori va être avantageux économiquement. On a plein de dossiers là, ici, là, où est-ce Mhm. que les gens On le reviennent sait au tous. bureau après nous avoir quittés, où est-ce que le bureau était seulement engagé pour faire de la révision. La révision, c'est quand même, c'est pas à coût nul non plus. Là, maintenant, ce que les gens se rendent compte, c'est quand le travail est bien fait dès le départ, l'intervention de la qualité ou de la révision est moindre. Donc, souvent, au final, c'est moins cher. Donc, c'est important Mhm. d'éduquer, hein. C'est bien là, de dire, ah, j'ai fait faire ça ou je l'ai mis dans la machine, vas-y, là. Ah, ben, souvent, là, c'est de, tu sais, si tu étais venu nous voir au départ, c'est pour ça que je pense qu'il faut sortir, il faut que mes gens du bureau puis les membres de l'OTIA, qu'on se fasse connaître, qu'on se fasse voir, que notre valeur ajoutée soit claire et d'être plus proche des équipes de communication, des équipes intégrées chez nos clients pour être capable de lever le petit drapeau le plus tôt possible. Parce que si on arrive tard à la fin, je ne pense pas qu'on aide notre industrie, puis je ne pense pas qu'on aide notre client. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers des outils de plus en plus disponibles là, avec des illusions de gratuité, là. Mais il y a des risques associés à ça aussi, là. On n'est pas rentré dans la sécurité, mais là, il y a tout le débat de la Oui, souveraineté de nos données, puis d'avoir encore une fois au effectivement. Canada, on est très dépendant de certains fournisseurs. Mais je pense il y a tout un mouvement où est-ce que la communication, qu'autant mes interprètes qui doivent être au Canada quand on interprète au Parlement, Mhm. autant les données, je veux on les a, puis on va les protéger, nous, au bureau. Donc, je pense que c'est un aspect aussi qui est une autre valeur ajoutée. Il faut en parler, parce que c'est toujours. Donc, il faut absolument, c'est un discours qu'il faut avoir. Alors, le congrès de l'ordre qui va être annoncé bientôt va porter Oui, là-dessus, notre place et notre valeur ajoutée, et puis toutes ces questions-là. Donc, hâte au 14 novembre pour en voir, puis vous serez parmi nous, j'espère bien. Donc, voilà. Alors, effectivement, grand débat. On pourra en parler des heures, mais vu le temps qui nous est imparti, est-ce que vous avez un message particulier pour les membres de l'ordre ou les langagiers en général, mais vu que mes membres à moi, j'y tiens, est-ce que vous avez un message particulier pour les membres ou un message que vous voulez passer de toute façon, je vous écoute.
Ben, je pense que c'est vraiment un sport d'équipe. Je crois qu'on fait tous partie d'un peu de la même industrie, que ce soit vos membres qui travaillent au secteur privé ou qui travaillent au niveau des universités ou qui sont encore à l'école. En ce moment, je sais que le bureau est souvent la cible de plusieurs, tu sais, que ce soit du mécontentement, mais souvent, je veux juste vous dire qu'on est tous ensemble dans ça. Donc, le bureau, j'ai aucune intention à diminuer euh, nos besoins envers les professionnels. On a l'unicité au bureau de pouvoir être les seuls à embaucher des traducteurs et des traductrices au sein de la fonction publique. On va continuer à le faire. Les temps sont incertains. Je vois ça plus comme une transition. Le changement a déjà arrivé. Je pense que la COVID et la pandémie a aussi changé beaucoup Mhm. de choses dans notre domaine, que ce soit le travail à distance, que ce soit le travail même au niveau parlementaire. Il y a plein de nouveaux éléments avec lesquels on doit conjuguer. Avec tout ça, l'arrivée fulgurante de l'intelligence artificielle. Je ne demande pas de ne pas être dur ou d'être pas direct avec le bureau. Je pense que de la rétroaction franche est important pour évoluer puis s'améliorer. En même temps, je regarde des fois dire, écoutez, ben, le bureau, on est un peu le reflet, là. Si moi j'ai un petit peu de misère ici à pouvoir embaucher X nombre de stagiaires ou d'envoyer X millions de mots à l'entreprise privée, c'est pas un choix là, qu'on fait légèrement. C'est vraiment parce qu'actuellement, il y a tout un recadrage dans l'industrie. Certains de vos collègues ont mentionné que oui, il y a des clients qui avaient quitté qui reviennent. Je Mhm. suis de très près ce qui se passe dans le monde de la localisation. Encore une fois, je vois un alignement avec ce qu'on vit au Canada. Donc, on n'est pas, c'est pas local, ce n'est pas le bureau de la traduction, ce n'est pas canadien. C'est l'ensemble de l'entreprise langagière à travers le monde qui est en train de se repositionner, que ce soit les entreprises privées ou les gouvernements. Il y a d'autres domaines qui sont en montée. On n'a pas parlé de l'intégration de la voix avec le texte. Je pense que l'entrevue dans laquelle l'entrevue actuelle est probablement, il y a probablement un script là, qui est en train de s'écrire Mhm. aussi. Donc, tu sais, l'intrusion là, change la donne dans plusieurs domaines. Je pense qu'on doit être ouvert à travailler de plus en plus dans des domaines connexes. Donc, mes interprètes, mes traducteurs, les terminologues doivent travailler ensemble en équipe. Je pense qu'en Ensemble, on va y arriver. La valeur est trop importante de la communication. Je pense que la valeur de l'intervention humaine va aussi prendre de plus en plus de profil. Le monde est fragmenté à l'heure actuelle. Euh, Moi, personnellement, une voix générée par l'intelligence artificielle, je la reconnais rapidement, puis ça me manque d'intuition et d'humanité. Mhm. Donc, je crois que vous avez entendu, là, je me suis souvent prononcé sur le fait que nous, on veut se positionner comme on maîtrise l'intelligence artificielle dans le domaine de la langue. Je pense que les gens, vos Bravo. membres, vont peut-être être remplacés pas nécessairement par l'intelligence artificielle, puis je sais que c'est un peu cliché, mais ils ont un risque d'être remplacés par des gens ou des groupes ou des organisations qui la maîtrisent. Maintenant, est-ce qu'on veut la maîtriser? Nous, on répond oui, très fort. Oui, très Je bien. pense qu'on a des avantages concurrentiels indéniables qui font l'envie du monde entier, là. Ceux qui vous avez l'intention de venir travailler au bureau de la traduction ou même de postuler pour le poste de PDG dans le futur, vous allez le Mhm. voir. Tout le monde connaît nos données. On me les demande pour plusieurs cas d'affaires régulièrement. Les gens savent que le bureau de la traduction a des bonnes données. Le nerf de la guerre de l'intelligence artificielle, c'est des bonnes données. Alors, je pense qu'on est au cœur de la tempête. Puis, j'aime mieux être là que d'être resté à quai. Lorsqu'on est dans l'œil de la tempête, là, chaque direction, vous allez frapper du vent puis des vagues. Mais quand même, j'aime mieux être au cœur du match que d'être complètement oublié. Alors, je suis très optimiste. Je pense que ça va prendre des efforts de tous, que ce soit les plus jeunes, les universitaires, les ordres comme le vôtre, nos clients et aussi l'industrie privée, parce que le bureau fait encore affaire avec l'entreprise privée, et je crois fortement qu'ils font partie de la solution. Il y a quelques fournisseurs canadiens dans le domaine des technologies.
du côté des langues ne sont pas nombreux. Je pense qu'on les connaît là, sur les doigts de la Oui, main. oui, on les connaît. Est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'il y aurait peut-être un écosystème là? Il y a certains joueurs importants dans l'IA qui devraient peut-être se rapprocher de nous un peu. C'est ce que je souhaite dans les mois à venir là, parce Mhm. qu'on a vraiment, on doit bouger rapidement. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je suis très optimiste face à l'avenir, sachant qu'il va y avoir des turbulences. Mais c'est pour ça C'est qu'on est ça. là. C'est pour ça qu'on est là. Et contrôle qualité par un humain, ça, je pense que, vous l'avez pas dit, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. On en a suffisamment Oui, parlé ben ensemble. c'est ça, c'est comme j'ai dit, là, puis il y a certains de vos collègues qui en ont parlé. Là, nous, on est dans le, tu sais, on est dans la tour de contrôle, on est prêt à prendre le contrôle lorsque c'est requis. Là. S'il y a des, il y a bien des, Exactement. il va y avoir bien des dossiers puis des événements qui vont peut-être bénéficier d'un certain niveau d'automatisation, mais à tout moment, on doit être prêt à prendre le contrôle. Puis les gens qui doivent prendre le contrôle, ça doit être des gens qualifiés, non pas le premier qui dame sur la rue dirait: Hey, tu peux-tu prendre le contrôle de ce dossier-là? Ça va pas bien. On veut que Ça ça va soit pas bien. On est d'accord. des gens formés. Et puis, j'en profite pour saluer tous les membres de la SAC. Puis oui, j'ai déjà hâte de retourner au congrès, qui était un des moments forts là, de l'an Mm. dernier. J'ai adoré le congrès de la SAC, puis j'ai très hâte d'y retourner. Mais on vous y accueillera avec plaisir. Alors, merci beaucoup, Monsieur Limburner, de nous avoir parlé aujourd'hui. Je pense que nos membres sont intéressés de voir ça, donc on va essayer de publier ça le plus rapidement possible. En tout cas, merci beaucoup Merci beaucoup, Mme et Cohen. Ça me fait à vraiment une plaisir. prochaine.